sur ce plateau, vous l'avez certainement constaté, nous recevons deux invités. D'abord, l'invité maison, c'est Latif Boni. Bonjour Latif. Bonjour audio du matin, bonjour à chacun, bonjour à tous. Eh bien, merci d'être là également sur ce plateau. Le DP du Grand Matin, directeur de publication du Grand Matin, du journal Le Grand Matin. C'est bien cela, Euloge Kandaro. Bonjour. Bonjour, merci chers d'avoir consoeurs. répondu présent Bonjour, à notre invitation. Bonjour, Euloge Et Kandaro. bonjour à tous. Voilà, ravi de vous retrouver sur ce plateau. Merci, c'est un plaisir pour moi également. Le plaisir est partagé également. Participer à ce avec débat. vous. On parlera du Parlement dans son rôle de contrôle de l'action gouvernementale. Christ. Oui, bien sûr. Il faut aussi annoncer aux téléspectateurs qu'on aura probablement avant la fin de cette causerie, Constant Yawedéou, qui est le directeur de Radio Planète, peut-être nous rejoindra-t-il avant la fin de cette causerie. Et Euloge Kandaro, aujourd'hui, on sait que l'Assemblée nationale, sous nos cieux, a deux principales prérogatives, légiférer et contrôler l'action gouvernementale. Hier, dans la causerie, on a mis l'accent sur ce premier rôle-là de légiférer. Ce matin, on va mettre l'accent sur le contrôle de l'action gouvernementale. Quel contenu on y met d'abord? Quel contenu on y met? Et nous sommes dans une démocratie. Nous sommes en train de faire une expérience démocratique, d'accord, depuis 1990. Et dans ce cadre-là, des institutions ont été installées. Et on a souvent parlé des institutions de contre-pouvoir, n'est-ce pas? Dans une démocratie, et notamment la démocratie béninoise, on parle de la séparation des pouvoirs. Pouvoir exécutif, pouvoir législatif, pouvoir judiciaire, ainsi de suite. N'est-ce pas? Donc, pour que le pays puisse être bien gouverné, pour que ceux qui, n'est-ce pas, ont reçu la confiance, ont été mandatés, n'est-ce pas, pour gérer les affaires publiques, puissent le faire dans les règles dans le respect des textes qui régissent la République, il faut que chaque institution joue son rôle. Donc, pour l'Assemblée nationale, je crois que l'Assemblée, le Parlement a les prérogatives du vote des lois et du contrôle de l'action gouvernementale. Vous avez parlé du vote des lois, n'est-ce pas? Mais le contrôle de l'action gouvernementale, c'est nécessaire, c'est indispensable. Parce que, écoutez, ceux qui sont au pouvoir, parfois, gèrent bien, gouvernent bien. Et nous avons vu des dirigeants, n'est-ce pas, qui ont été applaudis, qui ont été très appréciés, dont les actions ont été saluées. Mais également, n'oubliez pas qu'il y a des dirigeants des gouvernements dont les actions ont été décriées. Alors, si chaque institution joue son rôle, je crois que le pays se portera mieux. Donc, ce que nous pouvons comprendre par cela, c'est que le vote des lois, le contrôle de l'action gouvernementale, ça permet à ceux-là qui ont été mandatés, les élus du peuple, n'est-ce pas, par moment, d'interpeller le gouvernement, de questionner le gouvernement sur la gestion des affaires du pays, sur telle décision qui a été prise, sur telle mesure qui a été prise, n'est-ce pas, pour comprendre comment le pays est géré, n'est-ce pas, pour parfois même dissuader ou parfois même amener les gouvernants, n'est-ce pas, à mieux gouverner et à se dire que, écoutez, ce qui est public, ce qui appartient à l'État, il faut bien le gérer pour le bien de toute la nation. Voilà ce que je peux vous dire à ce sujet. Latif Boni, on a vu des parlements successifs exercer ces prérogatives-là. Dites-nous, ces dernières années, comment le contrôle de l'action gouvernementale s'est exercé? Non, je pense que nous sommes dans un régime, dans un type de gouvernement, en réalité, qui, dans sa beauté, rassemble tout ce qu'on peut avoir de contradictoire. Ouais. Vous avez la démocratie avec un régime présidentiel, voilà, avec donc à la clé le gouvernement et son patron, pour parler ainsi, donc qui ont pratiquement tout, et même qui, c'est normal, pour ne pas être dérangé, donc cherchent à avoir la majorité. Et ça a pratiquement, de façon générale, donc marché, en tout cas pour 7 ans où moi j'ai été un peu témoin, observateur, ça a pratiquement marché, aidé par les éléments donc de migration en réalité. Donc chaque gouvernant peut-être a un temps difficile où il n'a pas la majorité, mais après ça se rééquilibre, le gouvernement a donc sa majorité. Et donc effectivement,
cette donne-là a toujours mis à mal, on va dire, ce deuxième pan des prérogatives, donc du Parlement. Ceci dit, effectivement, si vous parlez des dernières années, 2 mandats, 3 mandats, si on va en arrière peut-être plus, le Parlement s'est cantonné à des moments donnés de toujours légiférer, parfois susciter quelques débats avec quelques questions écrites ou orales au gouvernement. Dans le fond, voir un Parlement qui, à un moment donné, a bousculé le gouvernement dans vraiment le contrôle tel qu'on le conçoit dans la tête, ma foi, ça doit avoir été trop beau pour nous. Trop beau, pas parce que les parlementaires ont une mauvaise volonté, mais parce que de toutes les façons, quelle marge de manœuvre alors? Quelle marge de manœuvre notre système qui est hyper présidentialisé, il faut le rappeler donc, quelle marge de manœuvre m'interrogeais-je donc donne ce système-là au Parlement? Je ne pense vraiment pas, parce que je ne pense pas qu'ils aient des leviers. Comme je le disais, nous avons un système qui rassemble en lui-même, dans sa beauté et dans son élégance, dont on se vante toutes les contradictions. Là, j'ai envie de vous poser cette question. Si le Parlement désespace ses prérogatives, c'est de la faute de l'exécutif, puisque la loi le donne cette prérogative-là. Si un parlementaire décide de ne pas l'exercer, je ne vois pas encore l'exécutif devrait être fautif. Non, ce n'est pas la faute à l'exécutif. C'est en fait peut-être même la faute à quoi? Au système lui-même, comme je le disais dans ça, qui est trop plein donc de ses propres contradictions. Parce qu'en réalité, quand vous dites contrôle parlementaire, oui, ce qu'on a toujours vu, ce qui est un peu récurrent, c'est les questions écrites. Je ne sais pas si Eloge Gandao, les questions orales, de la hauteur de ses expériences, a remarqué, ce sont des choses que moi j'ai trouvées ennuyeuses parfois. On écrit des questions, quand c'est écrit bien évidemment. Les réponses aussi, écrites, on vient, on lit. Est-ce que ça bouscule le gouvernement dans le déroulement de sa feuille de route? Je ne pense vraiment pas. Même les questions orales, parfois, c'est posé d'avance et donc tout est préparé. Ma foi, c'est une orchestration, c'est beau, c'est administratif peut-être, mais je ne vois pas en quoi ça peut bousculer. L'autre élément dans ce contrôle-là, qui est rare, dont on a des raisons, c'est l'enquête parlementaire. On va revenir à ça tout à l'heure. Oui, justement. Alors, il y a des questions écrites, des questions orales qu'on adresse au gouvernement généralement. Parfois même, on voit que des membres du gouvernement ne viennent pas toujours, mais l'Assemblée nationale n'a pas le pouvoir d'aller au-delà de ça, parler tout simplement à l'hémicycle. Est-ce que ce rôle-là est plus théorique que pratique dans sa conception? On a comme l'impression que c'est plus théorique que pratique. Formalité. Plus théorique que pratique. Mais voyez-vous, cette situation que nous vivons depuis quelques années est aussi liée au fait que certains gouvernements n'ont pas conscience véritablement de leur rôle. Vous avez dit que le Parlement ne peut pas aller au-delà, n'est-ce pas? Prendre des sanctions, prendre d'autres mesures, je ne sais pas, pour contraindre le gouvernement, n'est-ce pas, à passer à l'action ou à corriger ce qu'il faut corriger, à corriger des insuffisances ou des erreurs. Mais si l'exécutif a conscience, n'est-ce pas, de son rôle et se dit que là où il y a des insuffisances, là où il y a des erreurs, là où il y a des fautes commises, n'est-ce pas, et qui ont été relevées par des députés, c'est notre devoir, c'est une obligation pour nous de corriger. À la suite de ces questions orales écrites, l'exécutif ou le gouvernement qui a été interpellé devra pouvoir prendre les mesures qu'il faut et devra pouvoir corriger. Par le passé, ça a été pratiquement un théâtre. Ça a été, comme il a dit, c'est devenu une routine où on voit des ministres qui, selon leur gré, peuvent venir, des ministres spécialistes ou des retardataires invétérés, des ministres délégués aussi, des ministres toujours absents, n'est-ce pas, se foutent pas mal de l'interpellation des députés. On en a vu. Mais je dis, je persiste qu'avec ce pouvoir, le pouvoir en place, nous avons constaté un certain changement. Vous avez été d'accord. Plus de sérieux. De sérieux. Normalement, écoutez, à la suite de ces questions-là, et après les réponses des ministres, des membres du gouvernement, et si les députés sont satisfaits, s'ils ne sont pas satisfaits, certains peuvent revenir à la charge
Et au niveau de l'exécutif, on doit pouvoir sentir qu'à la suite de cette question-réponse-là, il y a immédiatement une réaction, soit des mesures, des décisions pour corriger ou pour améliorer là où c'est pas bien, là où on a relevé des insuffisances. Ce n'est pas toujours le cas. Écoutez, avec ce pouvoir, ce gouvernement, nous avons vu quand même des ministres se présenter à l'Assemblée nationale. Je vais dans le cadre, puisque nous parlons du contrôle de l'action gouvernementale. Oui. Je me rappelle, je vais parler de quelques cas du drame de Tori Avamé. Du drame de Tori Avamé. Vous savez que le gouvernement a été interpellé sur la question. Ça a été un drame lorsque des citoyens, des compatriotes, des femmes que nous avons vues, des jeunes, n'est-ce pas, ont été victimes de ce drame-là. Le gouvernement a été interpellé. Vous avez constaté avec quelle promptitude le pouvoir en place a pu envoyer, une équipe sur la place, non seulement pour constater, pour renforcer les mesures de sécurité, mais à la suite, nous avons constaté qu'il y a eu une assistance à ceux qui ont été victimes et aux parents dont les enfants ont été victimes de ce drame-là. Voyez-vous? Donc, je cite ce cas-là pour dire que, quand même, il y a des pouvoirs qui comprennent que c'est un devoir, une obligation pour eux de réagir. À part ce cas-là, nous avons eu également des cas de sinistrés. Dans le Mono-Koufou, la montée du fleuve Mono, les inondations, ceci, cela, vous avez constaté qu'il y a eu des victimes, des sinistrés, où le gouvernement a réagi promptement face à cette situation. Il y a eu des cas également dans le nord, dans le septentrion. Pas très longtemps, dans un passé récent, sur le fleuve Niger, n'est-ce pas? Il y a eu des cas d'accidents, d'incendies, des véhicules citernes qui ont eu des accidents. Il y a tous ces cas-là sur lesquels le gouvernement a été interpellé. Il y a eu le cas de la fièvre Lassa. La fièvre Lassa, on continue d'en parler jusqu'à aujourd'hui. Le gouvernement a été interpellé plusieurs fois. Mais nous ne pouvons pas dire que face à ces cas préoccupants, et je veux même en oublier, il y a même le ministère du cadre de vie, il y a eu des cas de surfacturation, de détournement, des motos achetées à 1 million et quelques ou plus d'1 million. Sur ces cas-là, le gouvernement a été interpellé. Et des mesures ont été prises. Des cadres, des agents de l'administration ont été interpellés, ont été poursuivis. Des mesures administratives ont été prises. Donc, je ne veux pas dire cela pour dire que tout est bon, tout est parfait, mais cela entre dans le cadre de contrôle de l'action gouvernementale, puisque sur chacun de ces cas dont je viens de parler, le gouvernement a été interpellé. Les ministres concernés se sont présentés à l'Assemblée nationale pour répondre. Mais évidemment, les différentes législatures qui se sont passées, nous avons relevé des insuffisances ou des cas où nous avons constaté carrément que le vote des lois a pris le pas sur le contrôle de l'action gouvernementale. Des ministres ne viennent pas, ou il y a des cas où des membres du gouvernement ont été interpellés, mais le pouvoir, ça ne lui disait rien. Elles n'ont pas pu corriger ce qu'il faut. Donc moi, je pense qu'il y a encore mieux à faire, il y a beaucoup à faire en ce qui concerne le contrôle de l'action gouvernementale. Et il faut annoncer aux téléspectateurs que Constant Yaoudéou nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Directeur de Radio Planète, merci de votre présence sur ce plateau. On parle du contrôle de l'action gouvernementale. Est-ce que ça a un impact sur la gouvernance au sommet de l'État? Merci. Je crois que nous avons connu une situation qui n'est pas très agréable parce que de la première à la 7e législature, nous avons constaté une dégradation des valeurs au niveau de notre Parlement, ce qui a noyé les vrais rôles que le Parlement devrait jouer et les rapports qui devraient être celui du Parlement et de l'exécutif. Vous voyez, si nous allons faire un bilan, on ne peut vraiment pas dissocier les autres législatures de la dernière législature et faire un vrai bilan. Vous voyez, nous avons vu la première législature, vous auriez envie d'être un député. Nous avons vu la deuxième, la troisième, c'est un peu à partir de la 4e législature que les choses ont commencé par se dégrader parce que nous avons notre système d'élection, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut, par là qu'il faut attaquer, mais la manière dont nous voyons l'autorité, comment nous pouvons désigner nos autorités et tout ça, pour ne pas dire les motivations qui nous font élire désormais les députés et le manque d'organisation qu'il y a au niveau de nos partis.
qui ont amené à commencer par avoir une législature ou des législatures qui ne perçoivent vraiment plus véritablement le rôle qu'elles doivent jouer dans le système politique de notre pays. Si bien que beaucoup de confusions se sont installées. Vous voyez, à partir du moment où vous arrivez là-bas, vous vous retrouvez à la mouvance. Les gens pensent qu'à partir du moment où on est député de la mouvance, on n'a plus rien à reprocher à l'exécutif, on n'a rien à demander à l'exécutif, si bien que dès que l'exécutif a la majorité, les gens commencent par se désintéresser à la chose parlementaire. Parce qu'on se dit, est-ce que ça vaut encore la peine? C'est là que le problème d'absentéisme commence par venir, parce qu'on sait que ça ne peut être que ça. Oui, mais dans le contenu même de cette prérogative-là, contrôler l'action gouvernementale, même si les députés de la mouvance le faisaient, est-ce que ça impacte vraiment le gouvernement? Oui, absolument. Est-ce que ce à n'est pas... partir du moment où oui. je suis ton allié et que je commence par t'interpeller, tu sais que j'ai des informations, tu sais que tout à l'heure, je peux décider de ne plus être avec toi. À partir de ce moment, ça t'effraie. Est-ce qu'on n'a pas l'impression que les interpellations se font de manière verbale? C'est qu'on se retrouve entre amis, on discute de ça directement au lieu que ce soit de façon formelle. Oui, c'est ça que je suis en train de dire. À partir du moment où vous-même qui êtes en train d'interpeller, vous n'interpellez pas de façon formelle, ça montre déjà la valeur que même vous donnez au titre que vous portez. D'accord. Vous voyez, ça dépend de la valeur, ça donne la valeur que vous donnez au titre que vous portez. Parce que le législateur a tout prévu. Ouais. Il n'y a que les hommes qui interviennent de façon fantaisiste et ça donne l'impression, dans le fond, le travail se fait. Mais c'est dans la forme que on ne voit pas très bien le sens que ça doit prendre. Et comme la forme a commencé par prendre plus d'ampleur, on a comme impression que le Parlement ne contrôle plus l'action du gouvernement. Et quand bien même il y a des questions venant de peut-être la minorité, il n'y a jamais de réponse. On sait aussi que avec la législature qui finit là, les interpellations du président de l'Assemblée nationale, on a même décrété jeudi comme journée où le gouvernement devait venir répondre aux questions écrites, aux questions orales avec débat, mais c'est resté lettre morte. Le Parlement a souvent chômé les jeudis quand il n'y a pas ratification d'accord de prêt. Latif Boni, il y a également cette autre prérogative des députés, c'est l'enquête parlementaire. Il y en a eu plusieurs, mais jamais de résultats publiés. Avant d'en arriver à l'enquête, à l'aspect de l'enquête parlementaire, c'est vrai que la description de le directeur Constant Yawedeou, elle est juste effectivement au fur et à mesure que nous avons avancé dans les expériences que nous avons pu acquérir donc dans la consommation de notre démocratie. Effectivement, il y a eu comme, on va dire, un détachement par rapport à la rigueur. Rigueur dans le choix, rigueur dans l'exercice même de tout ce que cela a comme contrainte. Rigueur aussi dans l'abandon peut-être et la démission, on va dire, des intellectuels, entre guillemets, qui ont perdu le champ s'ils ne l'ont pas abandonné, bien évidemment, au profit des gens qui difficilement peuvent faire le débat. Des cas peuvent être légion. Je ne veux pas que nous partions chercher donc des roches pour pouvoir jouer. Ça sera compliqué. Mais suivez mon regard. Ceci dit, au-delà de tout ça, quand nous revenons à la première, la deuxième ou même la troisième mandature, oui, le débat était houleux. À des moments donnés, effectivement, la bousculade verbale du gouvernant, effectivement, c'est établi. Et cette peur-là des ministres qui n'avaient pas les toges, on va dire, intellectuelles, face aux députés, effectivement, qui avaient un niveau excellent, ça, on a vécu ça. Mais dans la pratique, le Parlement, alors, quand il interpelle, quand il anime le débat, est-ce que, outre mesure, il peut obliger, à part la bienséance ou la bonne volonté d'un gouvernement de réparer, on va dire, son image, ce qui n'est pas négligeable, est-ce que le Parlement, dans notre système, a des coudées franches pour pouvoir bousculer, interrompre une action en cours, faire reprendre une action en cours, en arriver à une censure, par exemple?
je m'interroge et j'ai peur de dire que nous n'avons pas un système qui le permet. Ceci dit, peut-être que ce sont des choses qui seront prises en compte dans les projections. Je l'espère bien, et ça, quand je dis que je l'espère, je ne l'espère pas parce que quelqu'un me l'a demandé, les projections de la révision de la Constitution, parce qu'il faut rééquilibrer. Je me répète, je ne le dis pas parce que quelqu'un m'a recommandé, parce que de ma petite expérience, je sais que nous avons des institutions qui ont l'air d'avoir des coudées franches, mais en réalité, qui n'en ont pas parce que la Constitution n'a pas insisté là-dessus. Donc, je pense que ce sont des choses, notamment, qu'il faudra régler en étoffant davantage, en donnant plus de punch à notre législature face à cette institution extra-présidentielle et même le gouvernement dans son ossature qui ont de quoi, qui écrase tout. Alors, je reviens, si vous le voulez, à l'enquête parlementaire. À l'enquête parlementaire, c'est pratiquement la même chose. Il y en a eu, sans doute, pour les premières mandatures. Oui, comme je le disais, avec élégance, vous pouvez encore aller dans les écrits ou même chercher quelques audios. Les débats étaient extraordinaires. On a rêvé de pouvoir être, on va dire, de cette ère-là où la politique était élégance et vraiment, on va dire, beauté. Mais ceci dit, une fois encore, je n'ai jamais appris qu'il y a une enquête parlementaire qui a abouti à une crise gouvernementale, qui a emporté un ministre aller en prison, censure. Non, donc nous sommes face à une procédure. Si je veux être jeune, comme je le suis, je peux me permettre certaines faiblesses de mots. Nous sommes face à une procédure théâtralisé, mais sans conséquence. Bon, c'est vraiment une expression de jeune. Justement, dans cette logique-là d'enquête parlementaire, je vais prendre un seul exemple parmi tant d'autres. Par exemple, l'enquête parlementaire réalisée en 2015 sur la gestion des fonds FADEC de 2013, où on a révélé que des maires avaient mal géré ces fonds-là. Et il a suffi que la NCB de l'époque se lève pour protester contre ce rapport. Après, on n'a plus eu de suite, par exemple. Il y a d'autres rapports d'enquête parlementaire. Est-ce que vous avez les maires? Voilà, justement, c'était juste les maires. Est-ce que vous avez l'impression que le contrôle de l'action gouvernementale, comme on a commencé à le dire tout à l'heure, mérite encore d'être étoffé si vraiment on voulait donner plus de prérogatives aux députés? Mérite d'être étoffé. Ça, c'est une réalité, parce que le cas des maires et du FADEC n'est un exemple parmi tant d'autres. Oui. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. C'est pourquoi tout à l'heure, j'insistais sur le fait que notre pays qui fait une expérience démocratique, nous avons des institutions de contre-pouvoir et chaque institution, et notamment l'Assemblée nationale, doit avoir conscience de son rôle. Je le dis parce que c'est tous les députés qui sont interpellés, ce sont des représentants du peuple. Lorsqu'on dit vote des lois et contrôle de l'action gouvernementale, que vous soyez de la majorité ou de la minorité, c'est nécessaire pour qu'on ait l'impression, pour que vous donniez la preuve que l'institution joue véritablement son rôle. Vous avez dit, effectivement, les députés, à leur niveau, il y a ils interpellent le gouvernement, il y a des questions écrites, des questions orales. Mais ça s'arrête là. Mais et si au niveau de l'exécutif, ceux qui sont au pouvoir ont conscience de leur rôle, de leur mission, et se disent que à partir du moment où on a relevé des insuffisances, où il y a des préoccupations, nous devons pouvoir répondre à ces préoccupations-là, nous devons pouvoir corriger pour que demain, n'est-ce pas, nous ayons des raisons de présenter un bilan positif. Si tel n'est pas le cas, je crois que normalement, il revient aux populations, aux électeurs, aux prochaines échéances électorales de sanctionner. Puisque c'est le peuple qui a élu, n'est-ce pas, ceux qui sont gouvernants, ministres, présidents de la République, et c'est le peuple qui a élu les députés. Alors, si l'exécutif, n'est-ce pas, après les insuffisances, à la suite des insuffisances relevées par les députés, à la suite des erreurs graves dont les députés, sur lesquelles les députés ont mis un accent, sur lesquelles les députés ont interpellé le gouvernement, mais si l'exécutif ne corrige pas, il revient maintenant aux populations. Si le Parlement n'a pas d'autres armes, d'autres instruments pour sanctionner, pour contraindre l'exécutif à corriger, il revient simplement aux populations, à la fin du mandat, de sanctionner, de dire que ceux-là, vraiment, nous avons eu confiance en eux, nous les avons élus, mais ils n'ont pas, n'est-ce pas, rempli le mandat comme cela se doit, ils n'ont pas répondu à nos préoccupations, à nos attentes, ils n'ont pas gouverné comme cela se doit. C'est l'idéal, c'est l'idéal auquel on pourrait à côté
des sanctions du peuple par le vote, j'ai dit forcément, celui qui vient au pouvoir et qui sait qu'il a une mission, qu'il a une obligation, un rôle à jouer, peut avoir une conscience. Dès que c'est dit, ce n'est pas une faiblesse. Dès que, je vous ai parlé tout à l'heure de la fièvre Lassa, j'ai vu le ministre de la Santé aller plusieurs fois répondre. Pendant que des fois, il y a eu des informations alarmistes. Parce que, attention, tout ce qui se dit et sur lesquels le gouvernement est interpellé, ce n'est pas toujours la vérité. Mais c'est nécessaire pendant qu'il y a la psychose, il y a la peur, la panique. C'est un devoir pour le ministre, le membre du gouvernement concerné, le ministre concerné, d'aller répondre, n'est-ce pas, pour apaiser les inquiétudes. Je l'ai vu avec le ministre de la Santé. Je l'ai vu avec d'autres ministres, n'est-ce pas. J'ai parlé tout à l'heure du cas de détournement, de surfacturation au ministère du cadre de vie. J'ai vu le ministre en question aller répondre. Et ici, vous êtes d'accord avec moi que le gouvernement a pris des mesures, n'est-ce pas? Ceux-là ont été poursuivis. Il y a des sanctions administratives. Même si ce n'est pas suffisant, je crois que les gouvernants ont réagi et nous avons vu. Maintenant, il faut aller au-delà. Parce qu'actuellement, on n'a pas comme l'impression que l'action gouvernementale est vraiment une réalité au sein du Parlement. Et cela, parfois, est lié aussi à cette affaire de majorité et de minorité. Oui. N'est-ce pas? Lorsque le gouvernement ou ceux qui sont au pouvoir ont pu, par les manœuvres, c'est tout à fait normal. L'Assemblée, c'est un haut lieu politique. On peut avoir une majorité. Dans ce pays, on a vu des législatures où le chef de l'État a une majorité de près de 60 ou plus de 60 députés à l'Assemblée nationale. Et là, l'affaire est faite, on est tranquille. Voyez-vous? Donc moi, je pense que l'opposition doit continuer par jouer son rôle, parce que je ne pense pas que ceux qui sont de la majorité... De même que la mouvance aussi. De même que la mouvance... Il n'y a pas d'action la mouvance passer tout son temps à questionner le gouvernement, à attirer l'attention sur les insuffisances. Donc c'est plus le rôle de l'opposition. À ratifier ces accords et tout. Qu'il y ait une assemblée où il y ait l'équilibre des forces politiques. Très bien. Il le faut. Très bien. L'équilibre des forces politiques. Oui. Une opposition, n'est-ce pas? Constructive, bien sûr, là-dessus. Une mouvance, une majorité, n'est-ce pas? Et les deux côtés doivent, une partie doit respecter le droit de l'autre. Très bien. D'accord, pour que l'Assemblée puisse avoir la possibilité de jouer véritablement son rôle. Monsieur Yarouedérou, je reviens à vous avec cette question. L'enquête parlementaire, on le sait. Sinon, dans notre corporation aussi, c'est pas facile de réaliser les enquêtes, mais quand il s'agit des politiques qui se connaissent entre eux et qu'on confie des enquêtes parce que ce politique devrait tomber et peut-être de surcroît, je tombe aussi. On en arrive à ne pas avoir des résultats. Les cas sont légion. On peut citer par exemple la commission d'enquête sur le fonds d'aide à la culture, la gestion du fonds d'aide à la culture. Maria Gleta, jusque-là, jamais rien. C'est tout à fait normal. C'est pour ça que je salue l'initiative qui a conduit au système partisan. Pour dire que nous sommes en train de finir un cycle. Et les partis vont évoluer dans un nouveau environnement. La 8e législature est le début d'une nouvelle ère politique. Et c'est pour ça que les députés que nous avons aujourd'hui doivent saisir l'occasion pour vraiment changer la posture du parlementaire béninois. Donc, est-ce que ce n'est pas une chance que au moment où la situation a commencé par se dégrader totalement, nous avons changé de système politique au Parlement. Vous voyez, donc, je crois que ça devrait être une chance pour nous. On devrait saisir l'opportunité parce que bientôt, avec le système partisan, le financement des partis, tout ça va changer ce que dit M. Ganaro. Oui, parce que c'est la manière dont les députés vont à l'Assemblée, c'est de cette manière qu'ils réagissent. Mais à partir du moment où... leurs différentes actions. Oui, mais le fait aussi que les députés n'aient pas plus de pouvoir d'aller au-delà de leur interpellation, est-ce que ce n'est pas aussi bien parce que c'est le haut lieu de la politique? Ça peut devenir un instrument politique. Si un député avait la possibilité de poursuivre un ministre jusqu'en justice à l'incarcérer, est-ce que ça ne devrait pas aussi devenir un instrument politique? Donc il faut rester aussi à cette étape-là. Oui. C'est dans l'évolution des choses que ça va s'imposer. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes en train de constater la volonté du pouvoir en place de briser
certains mythes de je suis avec le pouvoir, je ne suis pas avec le pouvoir. Je crois qu'on doit saisir cette occasion pour aider le chef de l'État à aller plus en profondeur pour que la jurisprudence s'installe, pour que ça puisse commencer par s'imposer aux députés, pour qu'ils savent que ce n'est pas parce que je suis de la mouvance que nous devons organiser notre club de protection des fautifs, et qu'il va falloir que les débats soient francs. On a vu, et aussi, on ne va pas donner d'exemple, on a vu des députés, on a vu des députés appartenant à une mouvance attaquer une enquête parlementaire, initier une enquête parlementaire contre le même gouvernement dans ce pays. On a le cas. Donc, c'est des choses sur lesquelles nous devons revenir, parce qu'il faut comprendre que ce n'est pas parce qu'on est en train de faire de la sorte qu'on aide le chef de l'État. Il a été le seul élu. C'est à lui que le peuple demande des comptes. Donc, à partir du moment où il a la possibilité de faire l'assainissement, on lui donne les moyens d'assainir, il va saisir l'occasion. Donc, c'est pour ça que je dis, déjà, si le système change et que la manière, comme l'a dit M. Ganaro, la manière de désigner la sanction, c'est la manière de désigner les candidats déjà. Les candidats à la députation, c'est déjà ça qui va commencer par changer si effectivement ce qui est prévu pour accompagner le système partisan, tout ça là rentrait vraiment en application. Vous allez voir que n'importe qui ne peut plus, on ne va plus désigner des candidats à la députation. Le débat va être ouvert parce que le chef de parti ne sera plus, parce que c'est l'argent public qui va animer la vie politique, du parti. Et là, le débat, des gens iront même devant la justice pour se faire désigner sur les listes, parce que les critères de désignation seront clairs. Ça ne reviendrait plus au président du parti seul, au bureau politique seul. C'est ces différents paramètres-là que la réforme du système partisan a dû régler avec le nouveau modèle qui est en place. Avec le nouveau modèle qui est en place. Donc ça va régler beaucoup de problèmes. Ça devrait agir sur la qualité des parlementaires, et ça va renforcer l'enquête parlementaire, le contrôle de l'action gouvernementale, parce que ça va être des gens de qualité qui vont s'asseoir et ils n'auront rien à craindre dans une large mesure. Ils pourront poser les problèmes réels et les populations aussi pourront mettre la pression qu'il faut, parce que c'est l'argent du contribuable. D'accord. Latif Boni, sur cette même question, est-ce que si éventuellement on densifiait encore cette prérogative des députés, ça ne pourrait éventuellement pas aussi devenir un instrument de chantage des députés de la minorité ou de l'opposition à l'Assemblée nationale? Non, je pense que de toutes les façons, même à l'étape où on en est, ça allait traîner toujours un régime dans des couloirs d'enquête, dans des procédures de questions orales et tout ça. Je pense que de toutes les façons, ça reste un moyen de pression et de chantage. Et d'ailleurs, dans l'attitude de certains régimes, Elo, je l'ai rappelé, de certaines fois où on a vu des gouvernements qui n'ont pas daigné répondre à certaines interpellations, bien en se pressant d'aller répondre à d'autres. Il y a une lecture, à savoir que parfois, c'est un peu fantaisiste aussi, à savoir que parfois, il y a des députés qui, dans les tréfonds de l'oubli, veulent surgir au devant de la scène, et donc trouve quelque chose sur la couleur donc de la chemise de Claudine par exemple, et pose des questions. Ça, les moyens de chantage sont là, effectivement. Pour notre système, je pense que le gouvernement est ultra sécurisé. Peut-être qu'il faut s'en réjouir. Mais ceci dit, effectivement, que avant même de revenir au système, à la fébrilité de notre système parlementaire et à l'ultra-force du gouvernement, il faut quand même revenir à notre niveau, je vais le dire, de réflexion au niveau social.
quand je commence par fouiller dans la façon dont Eloge Gandao gère sa famille, le plus souvent, on ne cherche pas à savoir si au bout du compte, peut-être que je lui serais utile, on dit que je suis contre lui. Alors que peut-être quand je finis de fouiller, je vais voir même que c'est lui la victime, le gouvernant. Et donc, je pense que quand vous transposez cette image-là au niveau de l'État, une commission, ou plutôt un parlement qui initie une commission parlementaire, que ça soit à Maria Gleta, le siège de la honte, si vous voulez, le parlement à l'entrée de Porto Novo, là, quand on initie une commission parlementaire, tout de suite, dans la mentalité des Béninois que nous sommes, que nous soyons Béninois lambda ou même journalistes, le discours, l'interprétation tend à faire croire que c'est voilà, celui qui veut vérifier est contre en réalité celui qui gouverne. Il y a ça. Alors que peut-être qu'au bout du rouleau, la victime est celle-là même à qui les retombées seront bénéfiques, c'est bien le gouvernant. Donc il y a, je pense, une certaine mise à jour, une certaine relecture de notre conception dans l'aspect de la fouille même. Il y a ça. Et donc, je pense que l'opinion pour l'instant n'est pas encore mûre pour clairement concevoir ça. Au-delà, quand je reviens donc aux questions pratiques, je veux juste nous rappeler que le débat n'est pas qu'à notre niveau. Même ailleurs, quand je dis ailleurs, un exemple parmi tant d'autres, la France, j'ai vu avec l'affaire Benalla, j'ai vu que les gens s'interrogent sur la limite, ou plutôt les limites où peuvent aller les parlementaires. Oui. Les deux chambres, hein, la chambre basse et la chambre haute, la Sénat et donc le Parlement. Donc, je pense que nous sommes face à un système qui, ici comme ailleurs, en mûrissant, pose des problèmes auxquels nous cherchons toujours à répondre en faisant les débats. Mais pour ma part, notre système, si nous voulons, dans ce qui se fait actuellement, on peut faire une lecture juste. J'ai une majorité, je suis le président. La majorité n'est pas obligée de théâtraliser mon contrôle. Dans les coulisses de notre collaboration, elle peut glisser des feuilles, elle peut glisser des notes, elle peut glisser des appréciations. Me permettre d'améliorer ma gouvernance, c'est ça? Parce que de toutes les façons, oui. De mes performances dépend d'ailleurs la consolidation des forces et des tentacules donc de ma majorité. Donc on n'a pas besoin de faire du théâtre. Puisqu'on est en train d'évaluer un peu les faiblesses, les forces de ces différentes prérogatives de l'Assemblée nationale, et tout à l'heure on a aussi glissé sur la piste des chantages éventuels, des fantaisies aussi dans dans le contrôle de l'action gouvernementale. On a aussi un arsenal juridique assez fourni, la CRIET là aujourd'hui par exemple, les tribunaux de commerce, les tribunaux ordinaires, les cours d'appel, la Cour suprême, la Haute Cour de justice, qui sont suffisamment dotés du point de vue constitutionnel pour juger les gouvernants. Est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas aussi mieux alors permettre à l'Assemblée de légiférer tout simplement et laisser les juridictions contrôler l'action du gouvernement et juger? Non, je ne pense pas. C'est une question plus radicale. Je le pense aussi radical. Oui. Mettre de côté et laisser le contrôle de l'action gouvernementale, je pense que ce ne serait pas la meilleure solution, un remède efficace, durable aux problèmes que nous sommes en train de poser. Oui. Moi, je préfère sincèrement que les juridictions dont vous parlez continuent de jouer leur rôle. Nous avons parlé de la séparation des pouvoirs, l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Le judiciaire qui est là. Vous avez dit, pour, comment dirais-je, combler les insuffisances, la CRIET a été créée. Ah oui. C'est sur la base d'une loi. C'est l'Assemblée nationale qui a légiféré, n'est-ce pas, pour nous permettre d'installer la CRIET. Et aujourd'hui, c'est vrai, les tribunaux que nous avons, la Cour d'appel, les tribunaux de première instance et autres, tout ça, et bien d'autres juridictions, nous savons qu'ils sont en train de jouer leur rôle, mais également à ce niveau-là, nous avons constaté parfois du laxisme, du retard dans le traitement des dossiers. Et même au-delà, certains ont comme l'impression que nous n'avons pas encore une justice véritablement indépendante. Il faut le reconnaître. C'est-à-dire, lorsque nous allons reconnaître ces insuffisances-là, nous devons faire l'effort d'améliorer. Parce que je ne veux pas jeter du tort aux juges, aux magistrats, je ne veux pas dire que rien ne se fait à ce niveau-là, mais eux-mêmes, ils savent qu'il y a encore des efforts à faire. Tout n'est pas parfait à ce niveau-là. Et la CRIET qui a été créée, n'oubliez pas également qu'à ce niveau, écoutez, il y a eu une décision de la Cour constitutionnelle qui a quand même relevé, et qui a eu des dispositions
dans la loi qui sont contraires à la Constitution. Voyez-vous? Donc, il y a eu des requérants, avocats et bien d'autres citoyens qui ont saisi la Cour constitutionnelle. Donc, à ce niveau-là, c'est pour vous dire qu'au niveau des juridictions également, il y a beaucoup à faire. Mais cela ne nous emmène pas à dire que c'est nécessaire de, de retirer à l'Assemblée nationale l'une de ses prérogatives, qui est le contrôle de l'action gouvernementale. Le mieux est que l'Assemblée continue de légiférer, continue de voter les lois, et le contrôle de l'action gouvernementale, nous allons de plus en plus interpeller les députés, attirer l'attention sur leur rôle et de leur dire, même si vous êtes d'une obédience politique, de la mouvance, d'une majorité ou d'une minorité, vous avez tous le devoir d'exercer votre rôle dans l'intérêt supérieur de la nation. Monsieur Yawédéou, comment peut-on en arriver à avoir un Parlement qui exerce pleinement cette prérogative-là, le contrôle de l'action gouvernementale? Oui, pour le faire, c'est le développement que je faisais tout à l'heure, et c'est ça que M. Ganaro disait aussi, c'est que c'est une complémentarité. C'est prévu et ça respecte le principe de la séparation des pouvoirs. Donc, si, tel que je le disais tantôt, ça se faisait, la qualité des débats, le travail se faisait de façon très scientifique au niveau du Parlement, nous allons voir que ça va être plus facile pour la justice de se saisir, surtout avec la criette. On a vu la promptitude avec laquelle la criette évolue. La criette fera pression sur l'exécutif pour que l'exécutif aussi fasse sa pression sur le législatif pour que le dossier soit envoyé au niveau de la justice. Donc tout est prévu par le législateur. Et ça va tourner. Et ça va tourner, et ça va tourner. Donc à ce niveau, c'est qu'il va falloir que les députés prennent conscience que quand ils vont faire le travail, ça va être plus facile pour la justice, sinon ça va faire de l'incursion et les rôles seront permis. Donc il va falloir que les enquêtes parlementaires ne soient plus, qu'on n'attende plus, parce qu'on a comme impression que c'est quand l'exécutif veut que l'enquête parlementaire démarre de l'autre côté. Et choisit même le sujet sur lequel il faut les moyens. C'est pour ça que je dis, on a vu quand même un député de la mouvance ouvrir une enquête parlementaire une fois dans ce pays. Donc, ce n'est pas, si on veut vraiment aider le chef de l'État, il faut cesser de lui faire croire qu'on est là pour lui. Parce que s'il veut quelque chose, on va lui faire, mais il faut aussi lui proposer des choses. C'est ça, être un député de la mouvance. Ce n'est pas attendre que le chef de l'État réfléchisse et sollicite. Non, eux aussi peuvent faire des actions qui doivent faciliter la gestion de la chose publique au chef de l'État, parce que eux, ils sont les représentants du peuple. Donc, ce que le peuple vit tous les jours, c'est eux qui savent, c'est eux qui ont d'abord les informations, et c'est eux qui doivent mettre même la pression sur l'exécutif pour que l'exécutif fasse ce qu'elle doit faire pour le bonheur du Parlement et du peuple. Oui, juste réagir en étant d'accord avec mes maîtres ce matin. Donc, je suis d'accord en réalité. Quand on aura fini de parachever la transmutation de notre espace politique, du paysage politique tel qu'il est enclenché depuis 6 mois et plus, quand on aura parachever cet effort-là, il me semble effectivement qu'on va regagner dans le retour au passé en termes de qualité, avoir des gens bien effectivement de qualité dans la fouille des questions économiques, dans des questions administratives et tout ça. Oui, on va y arriver parce que de toutes les façons, les partis qui seront forts et qui auront une préoccupation vraiment dans le temps n'auront pas le choix, ils vont choisir des gens de qualité. Ils iront même dans les écoles piocher les génies en la matière. Je n'en doute pas. Mais, et donc, c'est peut-être en ce moment-là qu'on aura des débats intéressants, comme par le passé au niveau du Parlement. Ça va faciliter effectivement certains aspects donc, du contrôle de l'action gouvernementale. Au-delà de ça, n'oubliez pas, un parlementaire est un politique. Il n'a pas donc à s'auto-saisir en réalité des polémiques ou des choses difficiles. Or, les questions de contrôle, les questions d'enquête parlementaire, ce sont des choses
fatigants, ce sont des choses où effectivement les gens sont on va dire, piétinés par la pression. Il m'a semblé que nous oublions un maillon. La presse, si elle n'oblige pas les gens à être dans le fait accompli du déclenchement d'une enquête parlementaire, Oui. on ne les verra pas, parce que ce n'est pas parce que le bonhomme est parlementaire, qu'il a des dossiers et que la population n'en sait rien, qu'il va déclencher une enquête ou une procédure. C'est quelque chose d'harassant pour eux. Il m'a semblé que chacun doit rester dans ses rôles et accomplir sa mission. D'accord. On n'a plus vraiment beaucoup de temps. Je propose que nous fassions un tour aussi spécifiquement sur la 7e législature. Quelles grandes leçons vous tirez? Puisque hier, on a parlé des différentes lois qui ont été votées par cette législature-là. Constant Yaoundéou, à travers ces deux grandes prérogatives, quelles grandes conclusions vous tirez avec cette 7e législature pour pouvoir regarder vers l'avant, la 8e, bien sûr? Oui, je crois que cette 7e législature nous a donné l'occasion de préparer le nouveau cycle politique qui doit gérer le pays désormais. Donc, je crois que s'il n'y avait pas ça, il fallait peut-être en créer, parce que ça a permis vraiment de voir un peu l'horizon et savoir exactement sur quoi il faut reprendre les choses, sur quelle béquille il faut désormais mettre les tests pour le nouveau départ. Tout simplement. Alors, rapidement, M. Gandaro. Merci. Oui. Au-delà des insuffisances, tout ce que nous pouvons reprocher aux députés de la 7e législature, nous devons quand même saluer les efforts qui ont été consentis en matière de vote de loi et de contrôle de l'action du gouvernement. J'ai dit au-delà des insuffisances de tout ce que nous avons relevé, nous devons saluer les efforts qui ont été consentis en matière de vote de loi et de contrôle de l'action du gouvernement. D'accord? Nous avons vu une minorité, n'est-ce pas, qui s'est beaucoup plus attelée, n'est-ce pas, à contrôler le gouvernement, à faire des critiques, des dénonciations. C'est une bonne chose et ça a permis aussi au gouvernement de corriger beaucoup de choses. Nous avons vu une majorité qui a excellé dans les réformes, dans la volonté de changer beaucoup de choses. Je pense que le bilan n'est pas aussi mauvais, mais il faut que cela puisse servir de leçon et que la prochaine législature puisse relever les défis en ce qui concerne le vote de loi sociale et, n'est-ce pas, le vote de loi sociale, j'insiste là-dessus, beaucoup plus de lois sociales, et qui puisse maintenant se dire que le contrôle de l'action gouvernementale doit être une réalité et avancer dans ce sens-là. D'accord. Non, je pense que cette législature-là qui est finie, qui est en train d'être désinstallée. Oui, tout à fait. Je pense que c'est l'une des législatures qui peut-être se positionne en termes de législature de rattrapage. Rattrapage pour ce qui concerne tous les retards. Vous n'êtes pas sans savoir, on a rappelé hier le nombre de lois, 141 lois, pour ne citer que les lois. Il y a eu pas mal d'autres choses. Et donc, quand vous avez un Parlement, effectivement, qui, sans avoir eu à réviser la Constitution, a fait des rattrapages, même sur le plan social, c'est vrai que Loge Gandao en parlait, mais quand même s'est projeté dans ce que j'ai appelé rattrapage, histoire de légiférer en matière de terrorisme, même si on peut avoir dit, mais il fallait le faire parce que c'est une donne nouvelle que nous avons perdu de vue parce que nous étions englués dans des petits débats de politique que depuis pratiquement 2001, 2011, où les États ont eu ça comme préoccupation, nous on n'a pas légiféré. C'est la législature aussi qui nous a doté d'une loi sur quand même le numérique. Sérieusement, à là où nous en étions, c'était impensable que nous n'ayons pas, on va dire, un test. Et donc, je pense que nous avons eu une législature qui s'est sacrifié son image et même les chances de ses membres de revenir en nous dotant aussi de quelque chose pour pouvoir transformer notre espace. N'oubliez pas les victimes
au sein même du Parlement que ce changement-là a créé. Quand je dis victime, bien évidemment, ces nombreux députés qui n'ont pas pu encore se présenter, réussir à faire ça, c'est se sacrifier au profit de demain. Un demain sans doute, même s'ils ne les profitent pas directement, va profiter à la nation, à leurs enfants, de toutes les façons, à la postérité dans sa globalité. Je pense que c'est la législature du sacrifice et ça, il faut l'inscrire, insister sur ça, ne pas l'oublier jusqu'à demain. On ne va pas l'oublier également, sous cette législature, il y a eu quand même levée d'immunité d'anciens ministres et de députés. Oui, on fait le bilan avec vous rapidement aussi. Oui, c'est ce que je disais pour dire que c'est une législature d'animation. C'est une législature qui a vraiment animé la vie politique et qui a embrassé beaucoup de secteurs que nous n'avons pas encore découverts au Parlement. Vous voyez, 141 lois, vous voyez, il y a pratiquement tout dedans. C'est pour ça que je dis, maintenant que ça a été un fourre-tout, cette législature doit permettre de normer les choses, de recadrer les choses, de remettre, puisque le nouveau système dans lequel ils sont installés n'est pas encore maîtrisé par eux-mêmes. Donc, il va falloir que qu'ils se l'approprient. Et qu'ils se l'approprient et que ce qui n'a pas marché, parce que comme c'était dans la précipitation, en moins de 6 mois, voter une loi qui va gérer la vie politique d'un pays, c'est un peu risqué. On a pris le risque, on en est arrivé à l'étape où on est, heureusement. Donc, il reste à voir qu'est-ce qui n'a pas marché dans ces lois que nous avons votées et qu'il va falloir corriger pour la postérité. Une législature très prolifique et historique aussi, mais impopulaire à la fin, puisqu'incomprise peut-être aussi d'une bonne partie de la population, qui a aussi créé aussi, on va dire, beaucoup de colère au sein même de la classe politique. C'est le prix à payer pour c'est la vie, les réformes. C'est la dynamique politique qui est comme ça. C'est la dynamique politique qui est comme ça et on ne peut jamais rien. On ne peut pas prévoir ce qui va se passer le lendemain en le faisant. Et tel que l'a dit le confrère, c'est que des gens, en initiant même des lois, n'ont pas su que cette loi pouvait leur revenir et que bon parlementaires qu'ils étaient, et qu'ils ne pourront pas prendre la route de Porto Novo après demain. C'est comme un rêve pour eux. C'est pour ça que je dis, maintenant que c'est comme ça, il ne faut pas que ceux-là pensent qu'il faut maintenant commencer par combattre ces mêmes tests. C'est pour ça que je dis, il va falloir maintenant mettre les choses dans les normes pour que ça commence à tourner ça commence à tourner vraiment. C'est leur rôle. Aussi sur cette question. On se rappelle 2015, toute l'alliance populaire que la 7e législature a suscité. Tout le monde était content de voir ces députés-là, mais à la fin, ils ont fait leur travail, mais finalement, ils n'ont pas été compris. Ils n'ont pas été compris. Ils n'ont pas été compris parce que vous comprenez que lorsque les calculs politiques, les calculs d'intérêt entrent dans le jeu, ça ne marche plus. J'ai dit maintenant qu'à côté des insuffisances, il faut féliciter, saluer les efforts qui ont été faits. Mais vous devez comprendre aussi que la bataille politique, les intrigues et les manœuvres politiques, même si le Parlement est un haut lieu politique, si on n'y prend pas garde, parfois ça crée des blocages et ça fausse complètement le débat. Ça ne permet pas d'atteindre les objectifs. C'est ce qui s'est passé. Et comme mes confrères l'ont souligné, voilà des députés qui eux-mêmes ont voté des lois. Parce que nous avons vu les 2 lois, la charte des partis politiques, le code électoral, mais c'est à l'Assemblée nationale que ça a été voté. D'accord? Ça a été voté, n'est-ce pas? Parce que tous ensemble, nous avons vu, opposition comme majorité, dire que, attention, ces instruments, ces textes de loi que nous avons utilisés pendant des décennies, il y a nécessité de les revisiter, de faire des corrections. Mais au finish, on a comme l'impression que certains ont voté les yeux fermés, certains n'avaient rien compris mais ont pourtant voté. Et alors, au bout du rouleau, ils sont même eux-mêmes confrontés à des difficultés. Ils ont été en face des lois qu'ils ont votées mais qui ne leur permettent pas d'aller aux élections. Je crois que tout cela doit servir de leçon et doit nous dire que forcément ce n'est pas de mauvaises lois,
mais il n'y a pas de loi parfaite à 100%. Ouais. Aujourd'hui, l'opposition n'a pas été aux élections. Demain, ceux qui sont là et qui vont légiférer, il faut qu'ils se disent que s'il y a des corrections à faire, il faut le faire dans l'intérêt de la République, même pas dans l'intérêt de deux partis politiques d'obédience proche de la mouvance, pas l'intérêt de X ou de Y, mais nous devons légiférer véritablement pour le bien de la nation et pour que notre démocratie puisse se consolider. Eloge Gandaro, Constant Yawedeo, Latifou Boni, merci d'avoir été là. Merci pour votre participation au débat. Le thème de ce débat, de cette causerie de ce matin, c'était bien le Parlement dans son rôle du contrôle de l'action gouvernementale. Eh bien, nous allons vous dire au revoir. Voilà, dans l'espoir de vous retrouver très prochainement sur ce plateau. Oui. Merci à tous d'avoir été là. Constant Yawedeo, vous êtes le patron de Radio Planète. Eloge Gandaro, patron aussi du quotidien Le Grand Matin. Et Latif Boni, notre collègue maison. Merci à tous.